Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va ouvrir un dossier et on va le faire avec des pincettes. En tout cas, on prendra soin de ne pas marcher sur les mauvais pieds parce que le CHU de La Réunion a ses soucis. On va voir si ces sous sont également les vôtres. Bonsoir et bienvenue, parce qu'on en a déjà parlé. Donc Catherine Go, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Isaline Tron. À chaque fois, je me dis que je vais me tromper et je me trompe. Voilà. Bonsoir. Non, alors donc, et également, je vais également présenter Eric Sparton, donc également du même syndicat. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler, parce qu'à chaque fois je lis le sigle de votre syndicat, j'ai du mal à retenir ce que ça veut dire. FAFPH, Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion. D'accord. Et là, vous revenez avec sous les bras le rapport de l'IGAS sur le CHU. Alors d'abord, on va présenter l'IGAS, ça veut dire. Alors, l'IGAS, c'est l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales. Ça veut dire que c'est un peu le gendarme de la santé. Quand la ministre a besoin d'être éclairée sur une situation, ce sont des inspecteurs, des sortes d'enquêteurs qui vont sur le fond des affaires, qui ont droit d'avoir accès à tous les documents et qui donc vont avoir une vision claire à la fois de la situation, on va dire, financière, par exemple, ou de la situation du personnel, ou toute autre chose sur laquelle la ministre peut interpeller et demander des explications et une vision claire. Alors, juste rappeler, par rapport à la dernière fois que vous êtes venu, quelle est votre position par rapport à ce qui se passe au CHU, par rapport à la direction du CHU? Alors, nous, si vous voulez, on a créé ce syndicat essentiellement pour permettre la continuité de la qualité des soins. Et puis, pour défendre, puisque ça va avec, le personnel et l'ensemble du personnel, parce que notre syndicat, il fonctionne comme une équipe hospitalière, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les personnels, toutes catégories confondues, et parmi ces personnels, c'est des personnels aussi, les médecins. Donc nous, on fait corps tous ensemble pour nous battre pour la qualité des soins et donc la qualité d'exercice. Voilà, c'est ça notre but. Et pourquoi nous avons créé ce syndicat? Parce que nous étions absolument révoltés par ce qui se passait à l'intérieur du CHU, par les conséquences que ça avait sur nos patients et on va dire par l'inertie d'un certain nombre d'acteurs qui normalement auraient dû quand même intervenir et donner l'alerte par rapport à ce qui se passait au CHU. Et sur votre dernière intervention sur ce plateau, vous avez abordé, vous avez surtout mis en avant que la gestion, en tout cas, elle n'est pas celle qu'elle aurait dû être. Alors, bien sûr, la gestion d'une façon générale, le management, la façon dont on dirige l'hôpital et dont on a géré à la fois le personnel et également les finances de l'hôpital. Et donc, dans ce rapport-là que nous n'avions pas lors de la première émission et que nous avons réussi à avoir après avoir demandé à beaucoup de personnes, la ministre, une commission qui s'appelle la CADA, qui est la commission qui dit si oui ou non on peut avoir accès à ces documents administratifs, on a réussi à se le procurer 15 mois après, mais il n'empêche que nous trouvons dedans absolument toutes les racines, toutes les causes de la situation terrible que nous vivons actuellement, avec les conséquences pour les patients et les conséquences aussi dramatiques pour les personnels. Entre-temps, est-ce que ça va mieux en termes d'ambiance, en termes de relations avec la direction de CHU, avec également tout ce qui concerne le personnel ou la situation? Alors, le personnel, il va très très mal. Le personnel, il souffre terriblement. Il est angoissé parce qu'il n'arrive plus à soigner très bien les patients. Il y a des services où ça se passe encore très bien. On a des professionnels de très grande qualité au CHU. Ce sont des gens, qu'ils soient dans les bureaux ou qu'ils soient dans les soins, sont des gens qui sont motivés par la cause de la santé publique. La santé publique, ça veut dire tous les Réunionnais, quel que soit leur niveau social, économique, du plus grand au plus petit, tout le monde doit être soigné pareil, avec la même qualité des soins. Et le plus humble, le SDF, il doit être soigné comme le PDG. Voilà. Et nous, on se bat pour ça. Alors, donc, juste rappeler cette qualité-là... D'accord, on va juste rappeler que le dernier mouvement social, c'était sur les primes du personnel. Oui, alors c'est encore en cours, ce mouvement social. Il n'est pas tari pour l'instant. Alors, on rappelle juste qu'on ne voulait plus Ça, c'est une vieille histoire. Peut-être on peut passer la parole à Isaline sur les primes. C'est un sujet qu'elle connaît bien. Si vous voulez, le contentieux, ce qui a été soulevé par le directeur qui a décidé que ce serait une piste d'économie, il découvrait à un moment donné que, soi-disant, il y avait des systèmes qui n'étaient pas légaux. Alors, comme nous avons réclamé, il faut qu'on remette de la légalité dans ce CHU, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Il y a une problématique sur une indexation, une différence entre ce qui était le franc CFA et puis le nouveau franc. Donc, c'est un texte
qui est tombé, il était légal au départ, et puis ensuite il n'y a plus été. Il y a même une jurisprudence du Conseil d'État qui est venue justement mettre fin à enlever, si vous voulez, la légalité de cette base légale. Donc, comme nous l'avons déjà dit en tant que syndicat, il suffisait tout simplement, à partir du moment où la base légale sur laquelle vous avez cette surprime, on va dire simplement, n'est plus la bonne, il suffit juste de changer le fondement juridique, tout comme ça s'est fait dans d'autres DOM, tout comme ça s'est fait dans d'autres fonctions publiques. Simplement, c'est que au CHU, la direction du CHU fait comme si il y a un état de droit spécial au CHU, ils font ce qu'ils veulent. Donc non, il ne faut pas accepter, et nous n'acceptons pas qu'on mette les personnels hospitaliers en insécurité juridique, parce que sinon, ils devront rendre 2 ans en arrière la chose. Mais la ministre a quand même entendu ce genre cet argumentaire qui est complètement, je dirais, légitime au regard de l'investissement des professionnels. C'est pas pour le professionnel normal, c'est pas non plus des sommes énormes. Ils sont en train de travailler. Récemment, j'ai lu dans la presse qu'ils envisageaient justement de changer la base légale. C'est ce qu'on a dit, c'était tout à fait possible de le faire. D'autres fonctionnaires avant les hospitaliers du CHU de La Réunion ont bénéficié de ça. Et si vous voulez, ça s'est fait un peu dans un glissement. Personne n'a rien vu et c'était légitime. Voilà. Donc, on attend un peu, mais c'est une sorte de chiffon rouge qu'on essaye de, si vous voulez, un peu secouer pour qu'on ne regarde pas la réalité, qui est une réalité. 130 millions des déficits cumulés depuis 2012, depuis l'ère M. Gruson, M. Calange, avec également des primes indues qu'ils ont touchées pour M. Gruson, voilà, et qu'ils avaient, suite au rapport de l'IGAS, parce qu'ils ont été les premiers bénéficiaires de ces rapports, ils savaient que ces primes-là, ils ne devaient pas les toucher. Monsieur Gruson, le montant évalué par l'IGAS est à plus de 24 000 et quelques euros sur les 4 ans, si vous voulez, parce que ça faisait 6 000 et quelques euros par an, on évalue à peu près à 24 000. Il a à peine remboursé 9 000 euros. Pour Monsieur Calange, on ne sait toujours pas, puisqu'il ne nous répond pas. Voilà. Donc il faut penser au vrai problème. Et le vrai problème, c'est défendre un service public hospitalier de qualité. Oui, mais lorsque le personnel sent ses primes menacées, c'est aussi sur son mental, sur son moral. Et est-ce que les patients, Iris Parton, ressentent ce malaise au niveau du personnel ou pas? Sur le patient lui-même, je pense pas. Maintenant qu'on est en train d'en parler, il faut peut-être qu'on éclaircisse un petit peu tous les Réunionnais, tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Là-dessus, monsieur, dame, nous va soigner les autres bien comme il faut. Le problème, c'est que tous les gens qui travaillent au CHU, malgré que c'est la fatigue, malgré c'est le manque de personnel, malgré tout ce qui se passe autour des choses que nous va parler dans un instant sur toutes les parties financières, etc. Il faut pas oublier que les gens, comme l'a dit tout à l'heure Catherine, que là-dessus, c'est des professionnels. Donc, chaque personne qui travaille, malgré la fatigue, le nombre de temps, le manque de personnel, ça va trouver une solution pour appeler le collègue quand il n'aimera plus. Pourquoi? La priorité, c'est le patient. La première chose pour tous les hospitaliers, c'est le patient. Maintenant, quand le personnel est en souffrance comme ça et que ça tire en autre compte, à un moment donné, qu'au niveau de la direction, c'est l'inverse, que là-dessus, il y a des avantages, plein d'avantages, etc., et que nous, au niveau du personnel même, on est en souffrance. Là, ça cause un problème. Mais, je le rappelle encore une fois, en aucun cas, on va tout faire pour pas que ça influe sur le patient. Notre priorité, c'est le patient. On a cette conscience quand même. C'est ça la fonction publique hospitalière, c'est ça. Et ma question, puisque vous avez le rapport de l'IGAS, qu'est-ce qui ressort de ce rapport pour vous? Quels sont les points essentiels sur lesquels, justement, l'IGAS met le doigt? Alors, d'abord, je voudrais dire à tous les téléspectateurs que l'IGAS, si on va sur Internet, on trouve le site de l'IGAS et on peut trouver ce rapport en ligne. Il est public, tout le monde peut le lire et se rendre compte. En gros, qu'est-ce que révèle ce rapport, enfin, que nous, on avait déjà dénoncé avant? 2 choses, en gros. C'est-à-dire, à la fois de l'incompétence. Il y a beaucoup, on y reviendra si vous voulez, beaucoup de faits qui montrent cette incompétence. Juste préciser, quand on parle d'incompétence, c'est dans la gestion. Alors, non, pas seulement dans la gestion, dans également un certain nombre d'autres domaines, comme par exemple les marchés publics, comme par exemple la gestion du personnel, pas la gestion financière, comme un certain nombre de choses diverses et variées. Et puis également des problèmes sur ce qu'ils appellent la sincérité dans ce rapport, c'est-à-dire sur les chiffres qui sont donnés, sur les comptes qui sont présentés, et on parle d'opacité. Ce sont les mots de l'IGAS. Alors,
le commissaire aux comptes, en tout cas en 2015, n'a pas donc validé les comptes. Il a dit que oui, c'était insincère. Ça, c'est quelque chose qui est écrit et pour qu'un commissaire aux comptes ne valide pas des comptes. Et l'IGAS, sur ce point précis, dit bien que, on va dire, il y a eu des jeux d'écriture peut-être pour dissimuler un certain nombre de déficits. Par exemple, on était très bénéficiaire en 2012, au moment où on débute avec la mandature actuelle Gruson-Calange, et on fait passer sur l'année suivante, on est en 2011, pardon, et on fait passer sur l'année suivante, donc 2012, 2 millions d'euros comme ça, d'une année à l'autre, pour masquer le bénéfice. On prend un peu sur, le déficit, on prend un peu sur le bénéfice de 2011 pour cacher le creux de 2012. C'est pareil pour ce qu'on appelle des provisions. Des fois, il faut provisionner un peu d'argent parce qu'on sait qu'on a encore des choses à régler ou qu'on va en avoir d'autres à régler. Ça varie d'un delta de plus de 10 millions d'euros. Voilà, il y a des chiffres très précis. Donc, on voit bien, certains vous diront, oui, non, mais c'est de bonne guerre. On voit bien quand même que ça n'est pas effectivement sincère et il y a des exemples très, très précis. Si nous, on faisait ça, les pauvres contribuables lambda, et je rappelle que nous, c'est notre argent, mais là, c'est de l'argent public, c'est l'argent de nos impôts. Et c'est pour ça que chaque Réunionnais et chaque Réunionnaise a le droit de savoir ce qu'on en fait de l'argent des impôts. Et a fortiori, le personnel du CHU. Parce que là, en fait, la réaction de la direction face à ce rapport de l'IGAS, c'est de dire oui, mais c'est ancien, ça a 1 an et demi, oh là là, c'est vraiment vieux. Maintenant, on a fait plein d'actes pour essayer de redresser tout ça. Ils nous disent qu'ils ont redressé, nous, on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais ce que l'on sait, mais vraiment ce que l'on sait, c'est que là, le personnel, il souffre, qu'on ne remplace plus les congés de maternité, qu'on ne remplace pas du tout tous les congés de maladie, que nous sommes forcés de fermer des lits, soit en hospitalisation complète, soit en hôpital de jour, donc de diminuer l'activité. Tous les gens le savent, dans un budget, il y a ce qu'on dépense et il y a ce qu'on gagne. Nous, c'est en faisant de l'activité qu'on gagne. Donc si on diminue ce qu'on gagne, nos recettes, et qu'on a un gros trou dans le portefeuille, ça ne fait qu'aggraver le gros trou dans le portefeuille. Vous voyez ? Alors, Brigitte. Je veux dire, sans répondre aux besoins de la population, parce que la personne, elle va attendre de pouvoir avoir son rendez-vous, de pouvoir être prise en charge. Alors, ma question, elle est pour vous trois. Est-ce qu'aujourd'hui, cette gestion depuis 2012, ça fait maintenant 6 ans, est-ce qu'elle influe sur la qualité de soins que les Réunionnais sont en droit d'attendre d'un CHU ? Alors, moi, je dirais que l'HAS elle-même, la Haute Autorité de Santé, est venue au CHU pour voir un peu comment ça se passait. Et on a eu quasiment la pire des notes, c'est-à-dire D. Alors ça, il y a vraiment très très peu d'hôpitaux qui ont ça, la meilleure note étant le A, c'est comme à l'école. Et D, c'était vraiment une catastrophe. Enfin, on n'était pas accrédité par l'HAS comme étant un établissement digne de ce nom. Il y a eu un travail qui a été fait et maintenant on essaie. Alors on dit, c'est formidable, l'HAS a reconnu notre travail, mais c'est pitoyable. C'est une très 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 mauvaise note. Et il y a peu de CHU qui ont C. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, il y a le fait que, encore une fois, la qualité des soins... Bon, Éric disait, elle n'est pas impactée. Elle est autant qu'on peut faire, pas impactée. Mais quand on ferme des lits, quand par exemple le service d'hématologie, d'hémato-oncologie du Nord complètement s'écrase parce qu'on ne recrute pas de nouveaux praticiens hospitaliers et que tout passe dans le privé, les gens, après, ils prennent l'habitude, si vous voulez. On n'a rien contre le privé, nous on travaille très bien avec et c'est hyper important qu'il y ait un travail entre le public et le privé. Mais quand même, un CHU, ça a un certain nombre d'obligations, on va dire. Et s'il y a un bon service qui travaille bien dans le sud, il doit y avoir le pendant dans le nord. Pas le même. Les services doivent se compléter. Mais il faut quand même qu'un CHU qui a des missions fasse des choses qui ne peuvent pas être faites dans le privé. Et notamment des traitements extrêmement pointus, de la recherche, enfin ce à quoi sert un CHU en France. Dans ce rapport, quels sont les éléments que l'IGAS met en avant qui ne va pas ? Quels sont les éléments qui ne vont pas ? Nombreux. Alors moi, je veux bien parler de la partie financière. C'est bien le principe d'insincérité budgétaire. C'est-à-dire, comme expliquait Catherine tout à l'heure, il y a une technique qu'ils ont eux-mêmes appelée pilotage du résultat. C'est-à-dire que selon ce qu'on veut faire apparaître en fin d'année, il va y avoir des écritures et alors on va faire en sorte de cacher un peu le déficit. Mais c'est pas parce que vous regardez pas la réalité qu'elle n'existe pas. Voilà, donc c'est pour ça que nous, en prenant chaque année, depuis qu'ils sont arrivés à peu près les chiffres qui devaient être la réalité, représentation, la réalité, on arrive à 130 millions. Donc quand on a une aussi mauvaise gestion financière,
opaque parce que justement vous montrez pas l'arrêté, insincère parce que vous trichez, c'est une sorte de faites une sorte de travesti, on travestit la réalité. Comment voulez-vous ensuite bien piloter? Les indicateurs sont pas bons, les chiffres, les données sont pas fiables, les processus de gestion sont notés mauvais, vraiment. On parle de failles. Ensuite, cette partie-là, donc on triche un peu, appelons ça s'appelle de la délinquance en col blanc pour moi. Au niveau de la direction du CHU, je ne parle pas du professionnel lambda, on parle bien de la direction du CHU. Ensuite, vous avez donc des outils qui ne sont pas bons, vous avez aussi de la mauvaise gestion, des choix aussi, des décisions qui sont prises. En 2016, par exemple, il est bien noté que malgré la dégradation financière mois par mois, la direction continue à prendre des décisions qui vont à l'encontre, alors qu'ils savent ce qu'il faut faire, que l'ARS prévient. Voilà. Tout ça fait qu'ils passent outre, même les rapports de la Chambre régionale des comptes 2014-2015, on fait comme si ça n'existe pas. On fait comme si, à la direction du CHU, que le code des marchés publics ne s'applique pas au CHU. Non, on fait comme on passe également un marché, des commandes à une société de communication, alors qu'on a un service de communication. Dans ce rapport, vous voyez les montants qui sont, etc. Pareil, on ne consulte pas les autres entreprises de La Réunion. Et pire, tout ça fait que, alors que M. Gruson avait voulu faire, c'est un terme barbare qu'on appelle un business act quand il est arrivé, parce que le CHU est le plus gros acteur socio-économique de l'île. Et bien maintenant, malheureusement, à cause de tout ça, les petits, je dirais les plus petits, ceux qui sont nos prestataires, ben aujourd'hui, on les met en difficulté parce qu'on ne peut pas régler, si vous voulez, les factures dans le temps, je dirais, optimal, un parti pour eux, je dirais. Donc, il y a des implications. Sur la partie RH, ressources humaines, pardon. Je dis relations humaines, vous voyez, ça traduit ma pensée. Il y a des avantages indus. On parle de statuts inédits, prestigieux, des gens qui bénéficient de formations qui ne sont même pas adaptées à leur niveau, hors de prix, 18 500 €, une formation. Pour une personne. Pour une personne, sans appel à projet, sans appel à candidature. Vous avez des missions qui continuent. Sont proposées à d'autres. Voilà, on n'a même pas proposé aux autres 6 900. On apprend ce serait 6 900, on était plus depuis. Ça dépend, on ne sait pas vraiment. Voilà. En tout cas, ils ne sont pas dans les services de soins. Là, on en a besoin, malheureusement, puisque nos collègues souffrent aussi. Et vous avez également des missions. On avait appelé ça des missions congés. L'IGAS note bien, il y a des personnes qui partent en mission, en métropole ou ailleurs dans la zone, et qui ils peuvent poser quelques jours de congé. Non, c'est aux frais de la princesse CHU. L'IGAS s'aperçoit que les congés n'ont pas été posés. Donc, ça veut dire que c'est l'hôpital qui paye. Mais les missions continuent malgré ce rapport de l'IGAS. Il y a encore des missions dont on s'interroge, nous, sur la pertinence. L'Inde, les Seychelles, l'Italie, etc. À un moment donné, comme je dis, quand la vache, déjà les fonds publics, on ne fait pas n'importe quoi avec des fonds publics. On les respecte parce que ce sont nos impôts. Mais quand en plus la vache est aussi cadavérique, c'est indécent de faire ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Le problème, c'est que normalement, quand on dirige, on doit montrer l'exemple. Et c'est vrai que, par exemple, dans le rapport IGAS, on pointe qu'il y a un siège extrêmement luxueux du CHU. Donc, vous savez, on a le site nord, le site sud, puis d'autres sites un peu moins importants. Et puis, il y a un siège au milieu. Alors, au début, c'était parce qu'il y avait la guerre entre nord et sud. Et donc, il fallait ne pas installer le siège de la direction générale d'un côté ou de l'autre. Et donc, le CHU loue pour plus de 100 000 € par an. C'est quand même pas une petite somme. Ça représente plusieurs emplois d'infirmières, par exemple. Un bâtiment historique extrêmement joli dans lequel il y a une douzaine de personnes qui travaillent. Donc, c'est le directeur général et son équipe. Il y a tout à fait les bureaux pour s'installer soit au nord, soit au sud. L'IGAS note, et nous l'avions réclamé également en tant que syndicat, qu'il serait bon de rendre cette location dans laquelle il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas vraiment toutes les instances, etc., avec les salles de location qu'on est forcé de louer, par exemple, pour la commission médicale d'établissement. Donc ça sert finalement à très très peu de personnes. Le directeur général devrait montrer l'exemple, rendre ce siège. Quand les petits, on leur dit, non, vous allez perdre tel et tel avantage, on ne va plus vous donner la journée confessionnelle, par exemple, mais qu'on s'en va, comme l'a dit Iseline, aux frais de la princesse et pas dans les pires conditions, en mission,
voilà, en métropole, aux Seychelles, en Inde, ce qu'elle a raconté. C'est pas l'infirmière qui va là, hein, c'est le haut du panier. On trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures et on trouve que c'est pas normal. C'est-à-dire on peut pas nous demander à nous, les petits, des efforts en disant bossez, allez, il faut faire tourner la machine, etc. Puis on vous enlève ceci, on vous enlève cela. Puis nous, on continue sur notre train. Nous ne sommes pas d'accord. Et ça, il faut que le personnel le sache. Ce n'est pas normal. Alors, Eric, par contre, par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui, quel est le moral parmi le personnel? Comment il voit ça par rapport également à ce rapport de l'IGAS? Comment réagit le personnel par rapport à la direction? Eh ben, il y a ce mécontentement, hein. Donc on est en plein dedans, il y a ce déséquilibre, c'est ce que tu disais, donc là-dessus il y a ce déséquilibre qu'on le sent réellement, on a l'impression de vivre à 2 vitesses. On a une vitesse où là-dessus on a tous les droits, et en fait ceux qui payent, ce sont tous les autres, où c'est à nous de faire l'effort, à nous de sortir, à nous de donner, etc. Et alors que ça se passe très bien, et on continue comme si que rien ne se passe. Donc là-dessus, nous, on est pour la transparence. C'est un syndicat de transparence. On veut savoir ce qui se passe, on est contre ce qui se passe. Et là, nous, on va se battre jusqu'au bout contre ça. Et comme la majorité du personnel du CHU, ils sont tous conscients de ce qui se passe. Depuis qu'on fait nos conférences de presse, depuis qu'on informe réellement de ce qui se passe, ils le savent. Et ça, maintenant, c'est insupportable. Insupportable tout en restant des professionnels. Je le redis, mais c'est insupportable. Je me permets, il y a quelque chose qui est justement sur la transparence. Nous, on a 3 valeurs, c'est le respect, la transparence et l'intégrité. Il faut qu'on sache, il faut qu'on revendique de l'intégrité et de l'exemplarité, bien sûr, ce qui n'était pas le cas, et qu'on respecte aussi bien les personnes que les lois. On a un élément qui est important dans le rapport de l'IGAS qui interpelle beaucoup, enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup interpellé sur la partie, l'IGAS souligne le déni des instances, donc il y a un conseil de surveillance et un comité technique d'établissement. Le comité technique d'établissement, pour faire simple, il regroupe les représentants des personnels et à aucun moment, nous on a dit, il y avait un silence assourdissant de ces instances qui avaient des informations. Ce comité technique doit avoir un tableau d'effectifs, etc. C'est la base, le minimum qu'il doit avoir, c'est demander le tableau effectif. Vous imaginez, pendant toutes ces années, jamais, alors qu'il se réunissait, jamais il a demandé ce tableau, jamais il a soulevé les incohérences entre les chiffres. Alors nous, ça nous interpellait. On s'est dit, soit ces personnes n'ont pas la compétence pour assumer le rôle de représentant, de défenseur quelque part au conseil de surveillance. Il y a des élus qui, entre parenthèses, certains sont notés pour être très absents d'ailleurs à ce conseil de surveillance. Et le CTE, donc les représentants du personnel, sont bien là pour défendre le personnel, les conditions de travail, sachant que ces conditions de travail, si on travaille bien et si on a les bonnes conditions, tout le monde est gagnant, de l'agent, du patient, etc. Et donc, jamais ils n'ont demandé. Donc, nous, on se dit, il y a 2 solutions. Soit il y a vraiment une incompétence, soit ils ont cautionné. Mais tant d'années, nous, on a été créé en 2017, on demande de la transparence, on demande ça, mais eux, ils avaient ces éléments-là. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment on a pu laisser partir ce CHU sans pilote, voilà, et comment on aurait voulu le saboter. On aurait voulu qu'il n'y ait pas de CHU, plus de CHU à La Réunion. On ne pouvait pas faire mieux. Vous mettez les mauvaises personnes, vous laissez faire et vous regardez. Et c'est vrai que ça ne peut plus durer. Et on avait déjà dit à la dernière émission, tout comme on a fait dans une conférence de presse dès décembre 2017, parce que le haut de l'iceberg, ce que l'on percevait déjà d'illégal, si vous voulez, d'inquiétude, c'était déjà des détournements de fonds publics. On sentait déjà venir. Là, dans ce rapport, il y a des preuves de ce détournement. On a saisi la Chambre régionale, on attend le rapport et on portera plainte pour détournement de fonds publics lorsqu'il y aura tous ces éléments-là. Parce qu'on ne peut pas laisser faire aujourd'hui, aussi bien au CHU de La Réunion qu'à La Réunion qu'en France, on ne peut pas laisser une dérive partir comme ça, une telle dérive. C'est juste inadmissible, pas possible. Justement, par rapport à ce qui est dit dans ce rapport, par rapport à ce que vous venez de dire, Isaline, quelle va être la démarche de votre syndicat par rapport à ce qui est écrit? Est-ce que vous avez aujourd'hui des leviers, des moyens de peser pour que ça aille dans un sens qui pour vous serait beaucoup plus pratique et efficace?
Le meilleur levier, c'est d'informer, parce que c'est frappant de voir comment le personnel n'est pas informé. Il a parfois quelques petites infos par certains tracts, mais ce sont des infos extrêmement parcellaires. Et nous pensons qu'en expliquant les choses, effectivement simplement, en langage pas technocratique et tout le monde est tout à fait capable de comprendre. Et donc notre premier travail, c'est d'informer. Donc ce rapport de l'IGAS, on travaille à en faire un espèce de petit résumé qui soit accessible à tout le monde, qui ne demande pas trop de temps à lire et que les gens soient informés. S'ils sont informés, là déjà, ça va beaucoup changer l'état d'esprit. Ils vont se rendre compte de la réalité de ce qui se passe. Vous savez, l'information, être au courant, c'est quelque chose qui est terriblement dangereux. Et quand les gens sont informés de la réalité des faits, ça leur donne quand même l'envie de réagir. Ça, c'est la première chose. Après, comme l'a dit Isaline, il y a des voies légales, des recours légaux. Alors, nous avons déjà fait beaucoup de choses. Nous avons saisi la Chambre régionale, nous avons écrit plusieurs fois à la ministre, nous avons été extrêmement actifs. Bien sûr, nous avons réclamé ce rapport, nous avons également rencontré le directeur de cabinet de la ministre. Donc oui, nous avons été extrêmement actifs. Mais effectivement, s'il y a du détournement de fonds publics, ce qui semble bien apparaître dans ce rapport, nous attendons par correction le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et bien sûr, quel est notre but, nous ? Mais c'est de défendre l'argent public, c'est de défendre le personnel du CHU, parce que tout ça, ça revient à défendre les patients. Et je répète, les patients les plus humbles, parce que ceux-là, ils vont pas prendre l'avion pour aller en métropole. La caractéristique de notre CHU, qui est quand même qui a quand même plus de 50% de l'activité de soins et d'hospitalisation de la Réunion, c'est d'être le dernier recours. Quand vraiment ça va pas, quand c'est très compliqué, quand c'est très 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 spécialisé, tous les patients arrivent vers nous, absolument tous. Et donc, si nous n'avons pas les moyens en personnel, parce que c'est pas la qualité, encore une fois, du personnel, les personnels, ils sont très compétents, les médecins, ils sont compétents. Bon, après, il y a peut-être 2-3 brebis galeuses, mais comme partout, dans tous les métiers. Mais l'énorme majorité sont des gens compétents, motivés, qui ont choisi de s'occuper des autres, qui ont choisi de soigner et de consacrer leur vie aux autres. Et ils y croient à leur métier. Donc, effectivement, ils le font bien. Sauf que si, au lieu d'être 4 infirmières dans un service, on est une infirmière pour le même nombre de patients, forcément, on va pas donner la même qualité de soins à tout le monde. Si les aides-soignantes ne sont pas là pour nurser les gens, au lieu de changer, je sais pas moi, les protections des personnes âgées, je sais pas, 6 fois dans la journée, ce sera 3 fois. Et après, ils auront des escarpes parce qu'ils auront les fesses rouges, etc., etc. C'est des petites choses comme ça du quotidien. Et après, donc, pour ce détournement de fonds publics, oui, on a le droit de porter plainte, on le fera, bien sûr. Oui. C'est-à-dire, et la Chambre régionale des comptes, comme il y a eu il y a quelques années l'affaire des stagiaires à Saint-Pierre, je rappelle, c'était 250 personnes sur l'hôpital de Saint-Pierre. Là, il y a plus de 900 embauches en plus. Donc, c'est vrai qu'on n'est plus dans les mêmes proportions. Mais je rappelle qu'à l'époque, quand la Chambre régionale, elle fait un rapport, elle le transmet à la Cour des comptes. Et la Cour des comptes peut se saisir en cours de discipline budgétaire. Alors, sincèrement, quand on voit déjà les éléments de l'IGAS avec un pavé bien conséquent, je pense que ce serait pas normal qu'il n'y ait pas de poursuite des personnes impliquées. Pour autant, pour être sûr je dirais que ça soit le cas, notre syndicat s'engagera dans cette démarche, dans cette procédure au niveau de la plainte pour détournement de fonds publics. Mais comme disait Catherine, on a saisi des institutions les plus hautes, on les respecte, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui à la direction du CHU. Voilà, on est un état de droit, il faut quand même que chacun respecte les personnes et les lois. La question est la suivante, puisque après cette démonstration, je veux dire, qu'est-ce que le patient qui, demain, arrive au CHU, comment il doit se sentir ? Il doit se dire qu'aujourd'hui, le contexte est qu'on va bien le soigner, ou bien il faut qu'il ait un peu d'appréhension parce que... Alors, on va moins le soigner, parce qu'on va avoir moins d'activités. Il y a des pans entiers d'activités qui ferment ou qui ferment partiellement. Donc, il va y avoir moins de réponses et plus de soins qui vont se faire vers le privé. Par exemple, l'oncologie médicale en est un exemple parfait. En tout cas, au nord. On va le soigner bien, mais par contre, quand il y a une urgence, quand il y a un truc vital, ça, on va le soigner extrêmement bien. C'est vraiment l'endroit où il faut être, ça c'est sûr. Par contre, si on a des rendez-vous qui sont fixés, par exemple, actuellement, on a un problème avec nos hospitalisations de jour. C'est très simple, on prend un patient et puis on veut lui faire tout un bilan dans la journée. Donc il a, je sais pas moi, un scanner, une consultation de cardiologie, une consultation de dermato. Comme chez nous, c'est l'urgence qui prime, il a pris sa journée, il vient faire ses examens, donc effectivement, c'est pas une urgence vitale, mais les cardiologues, ils ont une urgence. Donc, on fait sauter la consultation de cardiologie. Et puis, la dermato, il y avait qu'une seule dermato, l'autre était enceinte, si elle n'est pas là, la consultation saute. Donc, la personne, il va s'être déplacée pour une prise de sang en électrocardiogramme, par exemple. Il va pas être content.
Ça arrive quotidiennement. D'accord. Quelle va être votre démarche à vous pour les prochaines semaines? Comment allez-vous continuer votre travail aussi bien au CHU qu'au niveau des recours légaux que vous allez mettre en place? Bon, alors déjà, on va justement, comme le disait Catherine, on est en train de synthétiser le rapport. Il y a 103 pages de commentaires. On va pas y aller plus les annexes, mais on est en train de faire un travail de synthèse de ce rapport. Et puis, on fera une lettre ouverte pour informer nos collègues de la réalité de ce qui est écrit dans ce rapport. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, c'est un jargon particulier. Parce que, comme dit Catherine, il faut absolument qu'il y ait de la communication pour qu'on comprenne les choses. Mais une chose est sûre, c'est que si on ne fait rien, que ça soit nous en tant que syndicats, que ça soit nos collègues en tant que professionnels, que ça soit la population, si on laisse faire, rien ne va se passer. Et il faut vraiment qu'on agisse. Après, il faut quand même rappeler qu'on va rester positive un peu, c'est-à-dire que la ministre avait elle-même, nous on a saisi la Chambre, mais la ministre aussi l'avait saisi. Donc on espère quand même que l'État va prendre ses responsabilités, parce qu'il faut accompagner le développement de ce CHU. Mais pour l'accompagner, il faut les bons moyens. Et dans les moyens, il nous faut une nouvelle équipe de dirigeants. Et on va continuer ce qu'on a demandé depuis le début. Donnez-nous les bons moyens, donnez-nous une équipe de direction intègre et compétente qui saura piloter ce CHU. En ayant du dialogue social, en regardant un peu ce qu'il fait, pour faire en sorte de répondre à un principe qui est pour moi essentiel, c'est le principe d'égalité. Et le principe d'égalité en France, qui est dans la Constitution, ce principe-là, il faut le défendre à tout prix, au nom pour chaque citoyen, à La Réunion également, et en priorité dans le domaine de la santé. L'IGAS pointe, comme disait Catherine, sur les services de soins, pointe que chaque CHU, pour qu'il se développe et qu'il gagne en légitimité, il faut il développe la cardiologie, la cancérologie, l'ambulatoire. La cardiologie et la cancérologie, c'est pas moi le médecin, mais c'est quelque chose qui me touche. Ces secteurs-là, ce sont des secteurs de pointe du CHU. Aujourd'hui, ils s'étiolent. C'est écrit. L'IGAS s'interroge. Moi, je m'interroge. Autant il est important que le service privé, le secteur privé se développe, autant ça ne doit pas se faire au détriment de l'égalité des chances de tout citoyen à La Réunion, qui plus est. Bon. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids deux mesures. Il ne faut pas qu'il y ait les riches, les gros, les puissants, ceux qui sont pistonnés, qui se débrouilleront toujours, et puis celui qui ignore, qui ne sait rien, qui ne peut pas se défendre, et qui donc va se faire avoir carrément au niveau de sa santé. Je vais être obligé de m'arrêter là, parce que là, c'est ce que vient de me dire la régie. J'ai dépassé déjà de pas mal. Merci. On aura l'occasion d'y revenir, de revenir et d'expliquer un petit peu, de voir un petit peu. Je voulais qu'on aborde aussi le personnel après. La prochaine fois, on abordera le personnel. On verra un petit peu dans quel état d'esprit est ce personnel. Est-ce qu'il est vraiment dans les bonnes conditions pour apporter des soins de qualité aux Réunionnais? On verra ça après. Merci Catherine Go, merci Isaline Tron, merci à Éric Sparton, donc du syndicat, vous allez me le dire. Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion. Merci à vous.